Maintenant qu'on s'est aperçu, si vous voulez, qu'il existait un gouffre entre ça et puis notre graphique, qu'est-ce qu'on va faire pour combler ce gouffre? Cette information-là, en fait, ça c'est l'INCa, notre Institut National du Cancer, qui le fait, avec la Ligue, les mutuelles, Europadonna, etc. Alors évidemment, il y a une solution qui consiste à se pencher sur l'INCa, comme ça, c'est quand même pas bien hein, de ne pas dire toute la vérité aux femmes sur la mammographie. Voilà. Bon, après, si vous voulez, on peut s'asseoir comme ça, parce que on risque d'attendre longtemps. Pourquoi on risque d'attendre longtemps? Parce que l'INCa, en fait, a signé avec l'État un contrat d'objectif avec le plan cancer. Et dans ce contrat d'objectif, il est stipulé qu'il doit augmenter la participation au dépistage. Donc évidemment, si vous voulez, on ne peut pas attendre de lui à la fois une information objective et contribuer à l'augmentation du dépistage. On ne peut pas vendre quelque chose et dire toute la vérité sur le produit qu'on vend. Donc il y a un conflit d'objectifs là. Et puis deuxième point aussi, c'est quand même on s'adresse à un cancer de femme et qu'il est bien connu que notre cerveau ne peut pas contenir des informations trop complexes quand même. Hein. Donc il faut nous donner une idée très simple, une directive. Et on n'est pas très capable finalement de calculer par nous-mêmes le bénéfice-risque. Voilà, donc on peut attendre longtemps. Alors j'ai pensé qu'il était plus réaliste, si vous voulez, pas de travailler à la source de l'information, mais de travailler au récepteur de l'information qui est nous, là, les Madame Michu ou les Monsieur Dupont, parce qu'en fait les ficelles sont les mêmes d'une campagne de santé publique à l'autre, et de faire en sorte que nous, on arrive à décrypter l'information et qu'on soit protégé de ces techniques de manipulation. Il y a un illusionniste français très célèbre du 19e, je ne sais pas si vous voyez de qui je veux parler, c'est Jean-Eugène Robert Houdin. Et il a dit quelque chose de très vrai: éclairer les dupes et il n'y aura plus de fripons. Alors je laisse, vous voyez qui sont les fripons. Enfin bref, nous on va s'éclairer parce que jusque-là on a quand même été assez dupes. Voilà. Alors attendez, je reprends mes notes. Oui, alors le premier constat en fait, on est vraiment illettré en matière de manipulation et c'est paradoxal parce que il y a 2000 ans, les Grecs, etc., ils étudiaient toutes ces techniques de persuasion, il y avait la rhétorique qui était enseignée, etc. Et ils considéraient, si vous voulez, qu'un citoyen, pour participer aux affaires de l'État, devait comprendre ces techniques-là. Donc ça faisait vraiment partie de l'éducation. Et jamais autant qu'aujourd'hui, on a été soumis à autant de messages persuasifs, et on n'y connaît rien, quelque part. Il n'y a que les chercheurs, les sociologues, qui sont vraiment dans le domaine, qui connaissent ces techniques, ou alors les vendeurs de voitures, ou ceux qui conçoivent les politiques de santé publique. Mais les Madame Michu, elles connaissent rien de tout ça. Donc c'est un petit peu paradoxal. Alors maintenant, je vais vous raconter l'histoire. Le nom est assez connu. Franz Anton Mesmer, c'était un médecin du 17e. Et à cette époque-là, en fait, on pensait que les gens qui avaient un comportement bizarre, ils étaient possédés par le diable ou le démon. Et il lui a dit non, 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 pas du tout. En fait, ils ont chacun de nous un espèce de fluide animal qui court là en nous. Et lui prétendait, en passant un aimant sur le corps des patients ou des patientes, arriver à rediriger ce fluide et comme ça corriger les modifications de comportement. Et il prétendait amener ces patients en transe ou en état hypnotique. D'ailleurs en anglais, le verbe to mesmerize, qui vient de Franz Anton Mesmer, signifie hypnotiser, subjuguer, fasciner. Alors quand même déjà à l'époque, il y a eu un espèce de panel d'experts qui a été chargé de statuer sur les prétentions du docteur Mesmer. Et je crois qu'il y avait Antoine Lavoisier, il y avait Benjamin Franklin. Et ils en ont conclu qu'en fait les pseudo-guérisons de Mesmer étaient la projection de l'imagination des patients. Mais ça ne veut pas dire que ça ne marchait pas quelque part. Parce que Mesmer avait un certain génie. Si vous voulez, il se servait justement des attentes des patients. Sans ces attentes-là, sa thérapie était inefficace. En plus, il se servait de son autorité de médecin et de savant. C'est une deuxième corde.
Donc il y avait déjà 2 ficelles qui sont encore utilisées aujourd'hui. Et en fait, ils savaient très bien, j'allais dire caresser ces patients dans le sens du poil et flatter leur vanité, flatter leur ego. Donc on peut se demander, si vous voulez, si les publicistes aujourd'hui ou ceux qui conçoivent les politiques de santé publique font autre chose que cette espèce de subjugation déjà pratiquée par Mesmer. Et l'enseignement un petit peu qu'on peut tirer de ça, c'est que les techniques de persuasion seules, elles sont complètement inefficaces si elles ne vont pas reposer sur certaines faiblesses que nous avons en nous. C'est-à-dire si elles ne trouvent pas un terreau où s'accrocher, elles ne servent à rien, elles ne peuvent rien faire. Donc maintenant, ce qui me paraissait important de faire ce soir, c'est de regarder ce qui en nous va faire que nous allons répondre à ces techniques-là. Donc toutes nos faiblesses. Alors notre ego va en prendre un coup, mais à long terme, ça va servir quand même. Et alors il n'y a pas en fait que ces faiblesses, il y a aussi, on a beaucoup d'automatismes. Un automatisme, c'est quelque chose qui est déclenché par voie réflexe. Et réflexe, pour moi, tout de suite, les vieux souvenirs, là je me souvenais de ce cours de sciences naturelles, je ne sais pas si ça se fait toujours, où on prenait une grenouille, et en fait, pour mettre en évidence donc l'arc réflexe, on décérébrait, il y a un trou, j'ai failli tomber, on décérébrait la grenouille, et ensuite on stimulait la patte postérieure, elle était vivante, hein, toujours, et ping, il y avait le réflexe de flexion. Alors je suis même allée sur internet pour me rafraîchir la mémoire parce que les cours de Sciences Nat c'était un peu loin. Et alors on trouve vraiment plein de vidéos là où on nous explique tout de A à Z. On voit même dès le départ, il y a le manipulateur, il maintient la grenouille, il lui incise la face postérieure, il écarte la plaie, là on déglutit, là déjà c'est un peu gore. Il fouille un peu, pouf, il retire une petite masse, pouf, il la met à la poubelle, c'était l'encéphale de la grenouille. Après, la grenouille, elle est dite spinale, c'est-à-dire qu'elle est vivante, mais elle est décérébrée, puis alors on lui fait tout ce qu'elle veut, plaf, elle réagit comme ça. Alors, la grenouille, la pauvre, etc. Donc on n'en vit pas. Et en fait, on réagit exactement comme cette grenouille à chaque fois qu'on va réagir au quart de tour à une émotion. Une émotion, par définition, ça va chanter le cerveau, donc ça va créer un automatisme. Et dans le dépistage du cancer du sein, nous baignons dans les émotions. Donc il va falloir faire attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus réagir ni rien ressentir, mais il faudrait arriver à avoir un petit recul et à se dire qui c'est qui vient de créer cette émotion en moi, à quoi ça va servir. Parce qu'à chaque fois qu'on réagit au quart de tour comme ça à la demande, c'est un petit peu comme si quelqu'un appuyait sur un bouton et des tas de gens très professionnels et très bien payés qui connaissent exactement nos boutons et qui sont capables de nous faire réagir au quart de tour. Donc méfiance avec ce type d'automatisme. Donc c'est ce dont on va un petit peu parler. Et puis en fait, un dernier point, c'est que la façon dont le dépistage du cancer est présenté, il y a déjà eu un cadre de posé, si vous voulez, il y a déjà eu une construction. Et la façon dont est posé un problème déjà va orienter la réponse. Donc nous on essaiera de regarder le problème du cancer du sein. Il ne faut pas j'allais dire c'est un problème, c'est pas parce qu'on doute un petit peu du dépistage qu'on pense qu'il n'y a pas de problème du cancer du sein, ça n'a rien à voir. Mais est-ce que la solution, le dépistage, c'est autre chose? Donc on va poser, si vous voulez, le problème de façon différente, changer de perspective ou changer de cadrage.